Chers amis de l'UTLS et de Sanary, le troisième cycle de l'UTLS a pour titre « Vigilante remémoration » et notre thème annuel est consacré à la force de vivre. En priant le professeur Granarolo d'expliquer le gai savoir de Friedrich Nietzsche, je suis sûr de donner satisfaction à notre public. Philippe Granarolo est un spécialiste de Nietzsche, au plus haut niveau. Il a récemment participé avec brio à une émission nationale télévisée. Il s'agit de l'invitation au voyage. Ses livres et ses conférences donnent depuis de nombreuses années des ouvertures, des clarifications qui rendent la philosophie et la culture générale plus proches pour le grand public. Il a formé de nombreux étudiants de Cagnes au lycée du Mont-d'Urville. Il a mis son savoir à la disposition de publics nombreux dans toute la région PACA. Il s'exprime sur des sujets essentiels à Bastia, à Nice, aussi bien qu'à Toulon et ailleurs, dans le pays tout entier. Ce ne sont pas ces titres d'agrégé et de docteur d'État qui nous ont attirés. Ce sont les livres qu'il a consacrés à l'auteur du gai savoir. Sans vouloir tous les citer, je veux tout de même rappeler que Philippe Granarolo a écrit en 1993 « L'individu éternel, l'expérience nietzschéenne de l'éternité ». En 2004, pour une école du gai savoir. En 2012, 2 tomes d'études nietzschéennes. En 2014, Nietzsche, 5 scénarios pour le futur. En 2017, les carnets méditerranéens de Nietzsche. Et je ne cite pas les autres titres, car le plus beau est celui de cette conférence, Le gai savoir de Friedrich Nietzsche. Et c'est à Sanary que Philippe Granarolo a choisi de s'exprimer une nouvelle fois. À Sanary, où la force de vivre est une requête et une conquête de tous les instants. Le gai savoir de Friedrich Nietzsche, titre ambigu qui peut cacher 2 significations. À quoi peut-on s'attendre dans cet exposé? D'une part, à ce que je parle d'un livre, d'un des plus grands livres de Nietzsche, précisément, Die Fröhliche Wissenschaft, publié en 1883, Le gai savoir en français. On peut s'attendre aussi à ce que je parle d'un concept, le concept forgé par Nietzsche à cette époque, un peu avant aussi et un peu après, le concept d'un savoir heureux, d'une science joyeuse. En fait, c'est du concept dont je vais vous entretenir, peut-être plus que du livre. Dans cette brève introduction, je voudrais évoquer les lieux dans lesquels a été écrit ce gai savoir. Il a été écrit à Gênes où Nietzsche séjourne, comme il l'a fait durant tous ses hivers, entre 1876 et 1888. Je vais vous lire, ça n'est pas pour pratiquer l'autoréférence, mais parce que je crois que ça éclaire bien le sujet, un extrait des carnets méditerranéens de Nietzsche, qui est une sorte de journal imaginaire que j'ai écrit il y a quelques années. Voilà ce que je fais dire à Nietzsche. Gênes, la ville de Christophe Colomb, m'a aidé à comprendre comment l'exploration intellectuelle pouvait avoir une dimension joyeuse. Dans mes inactuels, j'avais à plusieurs reprises mis en évidence le caractère déprimant de la connaissance. En particulier, dans ma seconde inactuelle, le caractère refroidissant de la science historique, qui nous donne l'impression d'être des parvenus, naissant dans un monde agonisant, dans un monde qui prive la créativité humaine de l'innocence qui lui est indispensable. Gênes m'a convaincu que l'aventure intellectuelle, si nous y engageons avec la même ferveur que celle qui conduisit Christophe Colomb jusqu'aux Amériques,
peut être joyeuse. Une telle joie, je la dois à la fois à Gênes et à l'expérience de l'éternité vécue à Sils Maria, et je m'engage à ce que toute mon œuvre future en porte l'empreinte. Sils Maria, c'est précisément durant l'été précédent le lieu où Nietzsche a vu l'éternel retour pour la première fois. Un lieu est particulièrement important à Gênes, c'est une falaise où Nietzsche allait méditer, il s'installait dans cette falaise. Je vais vous lire un autre extrait de mes carnets méditerranéens qui situe bien la chose. L'autre lieu favori de mes promenades est une falaise dont je suis toujours l'unique visiteur. Je m'y étends sous mon parasol, instrument nécessaire pour protéger ma tête malade, parasol qui n'empêche nullement les rayons du soleil d'automne de réchauffer mon corps. La mer et le ciel rivalisent de pureté. C'est un peu comme s'ils conjuguaient leurs talents pour laver mon corps. Rien de tel que ma falaise pour laisser mes pensées prendre le large, sauter de vague en vague vers l'horizon, en direction de territoires que nul n'a encore arpentés. Belle et terrifiante m'apparaît en ce lieu la nature, qui chaque jour me confie de nouveaux secrets, que je m'empresse de coucher sur le papier sitôt que je regagne ma caverne. Il appelait caverne le petit logement qu'il occupait à Gênes. L'homme doit-il se mettre à l'école de cette froide et inquiétante nature, en faire son maître, mais avec quelle intention? Se fondre en elle, afin d'oublier sa pauvre humanité, ou bien incorporer sa force pour aller au-delà de lui-même? Un dernier point pour terminer cette introduction, l'énigme de l'origine occitane du titre « Le gai savoir ». Gai savoir est au fond emprunté à gai saber, qui en langue occitane est une expression utilisée par les troubadours. Les troubadours opposaient cette séance joyeuse à la tristesse, à la morosité de l'ambiance religieuse de la fin du Moyen-Âge. Alors comment Nietzsche a-t-il eu la connaissance de cette expression chère aux troubadours? Eh bien, malgré de grandes recherches, j'avoue mon ignorance, cela reste une énigme, sans doute par des lectures, mais en tout cas, il est certain que l'expression gai saber de la langue occitane a inspiré la formule gai savoir et le titre de Nietzsche. Dans un premier temps de mon exposé, je voudrais parler de la triple joie de l'individu Nietzsche au moment où il écrit le gai savoir. Triple joie. Joie d'abord existentielle. Au Nouvel An 1882, Nietzsche a reçu une très agréable nouvelle. Il a reçu un hommage en provenance d'Amérique, signé d'un professeur du Peabody Institute de Baltimore. C'est un début de reconnaissance, cette reconnaissance qu'il attend déjà depuis des années, qui ne vient pas. Il voit dans cet hommage qui vient du Nouveau Monde un heureux présage concernant la réception de ce gai savoir qu'il est en train d'écrire. Ce nouvel ouvrage qui ne devait être au départ qu'une addition à Aurore, un complément à Aurore, l'ouvrage précédent, et qui devient un livre à part entière. Gênes a été pour Nietzsche une prodigieuse source d'inspiration pour les trois parties, en tout cas les trois premières parties du livre qu'il a préparé en 3 mois seulement, qu'il a rédigé en quelques semaines à peine. Nietzsche nous trouble énormément par sa capacité d'écriture. Donc joie existentielle par cette reconnaissance qui vient d'Amérique. Joie psychologique. Nietzsche est libéré de Wagner. Il a rompu tout lien avec Wagner en 1878, 5 ans avant de publier le gai savoir. Il peut à présent se consacrer pleinement à son œuvre propre. Il a donné comme titre provisoire au 4e livre du gai savoir Sanctus Januarius. C'est un clin d'œil à Saint Janvier. Saint Janvier, on le sait, c'est le saint et martyr dont les reliques sont conservées dans la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Naples. Quand elle se produit, la liquéfaction miraculeuse, supposait-elle, du sang de Saint Janvier annonce une année de grande prospérité pour la ville, et Nietzsche a vu une sorte de signe avec cette reconnaissance venant des États-Unis. C'est un peu le miracle qu'il a connu au début du mois de janvier 1882. La troisième joie, sans doute la plus importante, c'est une joie philosophique. Et là, je vais citer, dans l'édition Gallimard, évidemment, qui fait référence, la traduction Gallimard,
Un paragraphe que j'ai toujours considéré comme peut-être l'un des textes les plus importants que Nietzsche ait jamais écrit. C'est le paragraphe 54 du Gai Savoir. J'en lis quelques lignes. J'ai découvert est en gras, souligné dans le texte, j'ai découvert pour ma part que la vieille humaine animalité, voire la totalité des temps originels et du passé de tout être sensible, continuait en moi à poétiser, à aimer, à haïr, à construire des déductions. Je me suis brusquement réveillé au milieu de ce rêve, mais rien que pour prendre conscience que je ne faisais que rêver et qu'il me faudra continuer de rêver encore pour ne point périr. Comme il faut que le somnambule continue de rêver pour ne pas faire de chute. Il faudrait lire le paragraphe entier, j'y renvoie nos auditeurs, mais je crois que c'est un texte absolument essentiel. On a compris le sens de ce texte, j'y reviendrai dans la suite de mon exposé. Nietzsche ressent physiquement la présence de tout le passé de l'homme, mais aussi le passé de la vie, le passé de la planète, le passé de l'univers dans son propre corps, et c'est cela qui va le conduire vers cette joie dont nous parlons. Dans un deuxième temps, je voudrais dénoncer une hypothèse que je qualifierais d'aberrante, un fantasme, encore souvent présent dans les ouvrages qui paraissent sur Nietzsche. Nietzsche serait un romantique wagnérien, qui serait devenu bizarrement scientiste à partir d'Humain trop humain en 1878 et à partir du Gai Savoir. Alors examinons cette hypothèse de ce que certains ont appelé un renversement radical. Il faut se référer, et ils sont très éclairants, au cahier non publié de Nietzsche où on trouve une mine de renseignements absolument irremplaçable. Au milieu de l'année 1877, donc un an avant Humain trop humain, voilà ce qu'il écrit. Il trace son programme en quelque sorte. Je cite cette phrase qui me paraît très importante. « Il m'est nécessaire d'absorber tout le positivisme, mais sans cesser pourtant de représenter l'idéalisme. » Phrase complexe. Je vais essayer de la décortiquer. Est-ce qu'il s'agit d'un revirement de la part de Nietzsche, d'un intérêt soudain pour les sciences qu'il n'avait jamais manifesté auparavant? Certes, la déception wagnérienne profonde, la désillusion que Nietzsche a éprouvée à l'égard de celui qui l'a fasciné dans les années 1870, a sans doute radicalisé l'évolution de Nietzsche. Ça ne fait aucun doute. Mais ce qui est certain, c'est que le positivisme, c'est lui-même qui emploie ce terme, nietzschéen, ou ce qu'un très bon commentateur comme Eugen Fink a appelé l'Aufklärung de Nietzsche. Aufklärung, c'est le mot allemand qui désigne la philosophie des Lumières, donc la philosophie des Lumières de Nietzsche. Ce positivisme, cette philosophie des Lumières, est en germe. On en a 1000 preuves dès les premiers écrits de Nietzsche. Il suffit de se souvenir de l'admiration du jeune Nietzsche pour les Grecs présocratiques qui ont arraché l'homme aux confusions de la mythologie. Il suffit de relire l'apologie par le conférencier de Bâle dans les années 70 de la méthode scientifique, de la rigueur scientifique. Sitôt qu'on porte attention à ces éléments, l'impression d'un renversement radical s'évanouit complètement. Il n'y a pas de renversement radical. Je rejoins complètement le meilleur biographe de Nietzsche, Kurt Pollians, qui nous a laissé une énorme biographie en 3 parties traduite chez Gallimard il y a quelques années. Je rejoins Kurt Pollians quand il manifeste son refus absolu, je le cite, d'introduire au sein d'un processus continu et profondément cohérent une tension, voire un hiatus. Je signe cette phrase. Il y a continuité dans la démarche de Nietzsche, depuis les premiers écrits jusqu'au dernier texte. Seule la naissance de la tragédie fait exception. C'est une œuvre commandée par Wagner, inspirée par Wagner, qui a faussé complètement la vision de Nietzsche à l'époque. Seule la naissance de la tragédie interrompt provisoirement un cheminement qui est un cheminement continu. Nous allons le montrer davantage encore. Quand, dans ses écrits de jeunesse, Nietzsche met l'accent sur le caractère désespérant de la science moderne, est-ce qu'il est en contradiction avec ce qu'il va développer à partir du Gai Savoir? Je vais montrer que non. Effectivement, il y a un côté un peu désespérant. La science détruit les illusions.
les illusions réconfortantes auxquelles l'humanité s'est accrochée depuis des millénaires. Tout le monde sait que Nietzsche sera imité une vingtaine d'années plus tard par Sigmund Freud. Sigmund Freud, dans un texte célébrissime que tous les élèves de terminale ont étudié un jour, évoque les blessures narcissiques, c'est son expression, les blessures narcissiques, infligées à l'être humain par la science. Alors il faut rendre hommage à Freud sur ce plan-là. Freud a permis par ses réflexions, car personne ne le qualifie de romantique, Sigmund Freud, il a permis par ses réflexions de corriger justement l'impression de romantisme qu'on pourrait avoir en lisant ces textes de Nietzsche auxquels j'ai fait allusion. Le philosophe comprend, au bout de quelques années, que c'est à travers le prisme des théories scientifiques que les hommes vont percevoir dorénavant la réalité. La science est notre paire de lunettes, pour employer une expression un peu triviale. On ne reviendra plus en deçà de la science. Nietzsche va s'évertuer à partir d'Humain trop humain en 1878, mais surtout à partir du Gai Savoir, dont le titre est suffisamment éclairant, de démontrer que la science contient des ressources encore inexploitées, et qu'en particulier, il est tout à fait possible de repérer au sein des théories scientifiques des éléments qui sont aptes à améliorer notre lien avec le monde, à devenir les moteurs d'une réconciliation avec le réel, thème fondamental dans la philosophie nietzschéenne. Alors quelle est cette gaieté, quelle est cette joie que nous offre la science? C'est ce que je vais essayer de mieux analyser dans le troisième temps de mon exposé. Nous allons décortiquer en 5 éléments ce qu'il en est de cette joie. Première idée, la science est civilisatrice. Bien avant que Nietzsche ne se réclame du positivisme, il avait indiqué dans La naissance de la tragédie, sa première œuvre publiée en 1872, une première valeur de la connaissance, de la science, rarement signalée par ses prédécesseurs. C'est presque freudien par avance. Je cite, c'est le paragraphe 15 de La naissance de la tragédie. Qu'on imagine un instant, écrit Nietzsche, que la somme incalculable de force qui s'est dépensée au profit de cette tendance universelle, la science, ait été consacrée non pas au service de la connaissance, mais à la réalisation des buts pratiques, c'est-à-dire égoïstes des individus et des peuples. Il s'en serait suivi inévitablement des guerres d'extermination généralisées, de perpétuelles migrations. L'humanité épuisée aurait perdu le goût de vivre et se serait détruite. Autrement dit, la dépense d'énergie due à la science, l'énergie consacrée à la connaissance, a épargné à l'humanité de multiples catastrophes. Elle a protégé les hommes en consumant des forces, j'emprunte une expression à Georges Bataille, en consumant des forces dont ils auraient fait, en son absence, un usage tragique, un usage violent et destructeur. Deuxième idée, la science nous libère des croyances archaïques. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement développée par Nietzsche. Malgré sa relativité, dont Nietzsche est conscient, sur laquelle il insistera dans certains textes, la science constitue un indiscutable moyen de libération de l'esprit humain. Nietzsche avait décidé en 1868, avant même d'être nommé à Bâle, à l'université de Bâle, d'aller étudier les sciences à Paris avec son ami Erwin Rohde, d'étudier les sciences naturelles, ce qui prouve encore une fois qu'il y a bien continuité dans son itinéraire. Nietzsche n'a jamais nié que le savoir objectif valorise des qualités intellectuelles et même morales, fondamentales pour l'épanouissement humain. Alors, quels sont les matériaux qui contribuent à briser le marteau, j'emploie une métaphore chère à Nietzsche, le marteau des découvertes scientifiques? Eh bien, il s'agit des superstitions archaïques. Ces superstitions archaïques que la philosophie grecque avait commencé à rejeter. Voltaire, à qui est dédié, en 1878, Humain trop humain, c'est comme ça que je connais la date de la mort de Voltaire, c'est le 100e anniversaire de sa mort. Donc Voltaire, à qui est dédié Humain trop humain, parachève aux yeux de Nietzsche une entreprise
de purification de l'esprit qui a commencé chez les Grecs. Il y a continuité de la Grèce antique à la philosophie des Lumières, française en particulier. Voilà ce qu'il écrit par exemple dans un fragment non publié. « Je sais si peu de choses des résultats de la science, et pourtant ce peu me semble déjà d'une richesse inépuisable pour éclairer ce qui est obscur et pour éliminer les façons anciennes de penser et d'agir. » Tout est dit dans ces quelques lignes. Troisième idée, la science nous libère aussi, ce qui pourrait paraître contradictoire et qui ne l'est pas, elle nous libère des illusions socratiques et platoniciennes. En même temps qu'elle évacue les superstitions archaïques, elle va modifier en profondeur, je dirais, l'idéologie, j'emploie ce terme par défaut, que nous ont laissé Socrate et Platon et qui a dominé le paysage pendant 2 millénaires. L'hypothèse de la liberté du vouloir, de la responsabilité, l'idée d'un caractère absolu de la morale, la notion de justice politique, la croyance en particulier, bien sûr, c'est très important, en un monde suprasensible, qui sera reprise et relayée par la théologie chrétienne. Bref, ce qu'on peut appeler d'un mot l'idéalisme occidental, eh bien cet idéalisme, il est sapé par le positivisme Nietzsche, par le positiviste Nietzsche, qui va mettre à son service les découvertes des savants de son temps, les préhistoriens, les physiciens, les biologistes. Au fond, l'instinct de connaissance dont parle parfois Nietzsche ne doit pas faire illusion. Derrière ce singulier, l'instinct, se cachent en fait différentes forces, différentes pulsions, employons le langage freudien, qui s'unifient ou se combattent, suivant les moments. Retourner la science contre elle-même, c'est apprendre à jouer avec ses forces. Autrement dit, ce qui est brisé, autant que les croyances archaïques, c'est l'optimisme socratique, la croyance en un monde supérieur, en un au-delà merveilleux. C'est cet optimisme qui voit se retourner contre lui une science qui est en train de rompre ses liens avec les principes métaphysiques, moraux qui ont été à son origine. L'esprit libre, der freie Geist, c'est une expression qui revient sans cesse dans ces années 1880, l'esprit libre, c'est l'esprit libéré par la science, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté sur ce plan-là. Libre est l'esprit qui sait utiliser les résultats de la science pour ébranler les croyances psychologiques, morales, politiques, religieuses, qui ont favorisé au départ, Nietzsche l'admet, l'essor de la connaissance, mais qui aujourd'hui freinent le développement complet de la connaissance. C'est pourquoi il est important de retourner contre son origine socratique, la science moderne. Quatrième point, la science élargit notre horizon temporel. Ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. La connaissance objective libère notre esprit en élargissant notre horizon. Nous découvrons la richesse infinie de l'univers. Nous ne sommes plus tentés d'imaginer du même coup un arrière-monde. Pourquoi imaginer un arrière-monde? Pourquoi vouloir un autre infini puisque l'univers lui-même est infini? Donc le sens historique, derrière cette expression un peu ambiguë, Nietzsche envisage justement cette idée d'un temps illimité dans lequel se développe le monde et la vie. Ce sens historique, eh bien Nietzsche le regarde avec un peu de recul. Il imagine justement dans le Gai Savoir les potentialités extraordinaires de cette transformation intellectuelle. Je cite le paragraphe 337 du Gai Savoir. Que l'on accorde à ce germe encore quelques siècles, et plus, il se pourrait qu'il finisse par produire une plante merveilleuse, d'une non moins merveilleuse odeur, propre à rendre la terre plus agréable à habiter qu'elle ne le fut jusqu'alors. J'ai plaisir à citer des formules aussi positives de la part d'un penseur qu'on croit toujours critique, négatif, nihiliste, etc. La science moderne ouvre le champ du possible. Elle émancipe l'esprit en le libérant de tous les interdits qui bornaient jusqu'alors ses recherches. Plus de limites, plus de tabous. Cinquième et dernier point, la science nous ouvre au temps des expériences. Dans ces années 1880, le mot « expérience », mot allemand évidemment,
auquel correspond le mot français, est l'un de ceux qui revient le plus souvent sous la plume de Nietzsche. Nous entrons, Nietzsche en est convaincu, dans une ère expérimentale, en laquelle aucune morale, aucun tabou ne nous interdira d'explorer 1001 directions. Je cite un aphorisme d'Aurore qui est très beau, le 501. « Nous avons reconquis le courage d'errer, d'essayer, d'accepter provisoirement. » Adverbe très important ici. Pour cette raison précise, les individus et les races peuvent maintenant envisager des tâches si grandioses qu'en des temps plus anciens, elles auraient semblé folie et défi au ciel et à l'enfer. Nous pouvons faire des expériences sur nous-mêmes. Les plus grands sacrifices n'ont pas encore été offerts à la connaissance. Je parlais de Gênes et de Christophe Colomb dans mon introduction. Eh bien, nous retrouvons un courage d'errer, semblable au fond à celui des aventuriers de la Renaissance qui partaient sans savoir où ils allaient atterrir, débarquer en tout cas. Un courage d'errer semblable à celui des politiques, des marins, des philosophes de cette Renaissance que Nietzsche admire profondément. Nous retrouvons le goût du monde terrestre, après des années où la théologie a imposé son carcan. Nous ouvrons de multiples chemins. Le savoir objectif, le savoir moderne, est bien la troisième émergence, après l'Antiquité grecque et après la Renaissance, d'une liberté de l'esprit qui avait fait souche à 2 reprises déjà, chez les Grecs et à la Renaissance, et qui, par 2 fois, avait été étouffée. C'est un thème qui est très cher à Nietzsche. Donc la science est libératrice parce qu'elle produit ce que Nietzsche appelle, dans les années 1880, un renversement des valeurs. Alors, qu'entendre par cette expression souvent citée, souvent mal comprise? De quoi s'agit-il avec ce renversement des valeurs? La première signification nous est déjà connue, nous l'avons déjà rencontrée. La science moderne renverse le platonisme. Elle réinsère l'homme dans la trame sensible du cosmos en nous libérant de tous les arrière-mondes. C'est la première signification. Mais le renversement des valeurs propres à l'âge scientifique, c'est d'abord un renversement des jugements de valeur. Un renversement de l'évaluation morale des hommes. Alors sans doute, se libérer de ces évaluations n'est pas nécessairement changer ses comportements, mais on peut penser qu'à long terme, à moyen ou à long terme, la disparition de l'explication par la morale aura nécessairement une influence sur l'esprit des hommes, qu'elle pourra modifier notre existence et nos goûts. Très important le goût chez Nietzsche. Le philosophe interroge les conséquences culturelles de ce changement, très important. Il le fait en particulier dans Aurore. Je cite le paragraphe 103, qui est un paragraphe qui me touche dans la mesure où Nietzsche est presque obligé de dire « Je ne suis pas fou ». Vous allez comprendre de quoi il s'agit. « Je ne nie pas, cela va de soi, dès lors que je ne suis pas insensé, qu'il faille éviter et combattre de nombreuses actions dites immorales, ni qu'il faille accomplir et encourager de nombreuses actions dites morales. Mais je pense qu'il faut faire l'un et l'autre pour d'autres raisons que jusqu'à présent. Nous devons changer notre façon de juger afin de parvenir finalement et peut-être très tard, à mieux encore, changer notre façon de sentir. Modifier son jugement, c'est transformer à terme sa perception et son goût. Les destructions qui sont opérées par la science peuvent avoir évidemment une conséquence dangereuse. Nietzsche en est parfaitement conscient, d'où ce fragment que je viens de citer. Ces destructions pourraient, et on le voit très bien aujourd'hui, dans cette phase transitoire peut-être qui est la nôtre, ces destructions pourraient libérer les pulsions les plus négatives, qui étaient tenues en bride jusqu'alors par les croyances religieuses, par la morale. C'est pour ça, la raison pour laquelle Nietzsche nous dit « La liberté de l'esprit ne doit être donnée qu'à l'homme ennobli ». Comment le faire? C'est évidemment un vaste chantier. Le temps n'est pas encore venu, dit-il, d'accorder à tous une liberté dont la plupart ne sauraient faire qu'un usage barbare.
L'annonce de la mort de Dieu dans le Gai Savoir, au paragraphe 125, des textes les plus cités de Nietzsche, cet insensé qui parcourt les rues en s'écriant « Dieu est mort ». Eh bien, cette annonce de la mort de Dieu va permettre à Nietzsche d'approfondir cette interrogation, d'articuler beaucoup plus précisément cette libération entraînée par le savoir et l'évolution culturelle globale de l'humanité. Au fond, l'esprit libre, c'est l'esprit qui est capable de s'arracher à la moralité sans retomber dans la barbarie. C'est le défi qui nous attend selon le philosophe. Il doit expérimenter de nouvelles façons de vivre au-delà du bien et du mal. Et c'est en libre esprit que Nietzsche écrit dans un paragraphe des cahiers posthumes qui datent de l'époque du Gai Savoir « Je considère les différentes écoles de morale en tant que lieu d'expérience, nous retrouvons ce mot expérience, où l'on médite un certain nombre de secrets du savoir-vivre et où l'on s'y exerce à fond. Les résultats de toutes ces écoles et de toutes leurs expériences, deuxième occurrence du terme, nous appartiennent et nous n'adopterions pas moins volontiers un secret stoïcien parce que nous nous en serions appropriés d'autres épicuriens. Expérience. Toutes ces morales ont été des expériences que l'homme a faites sur lui-même. Cette mort de la morale, elle ne pourra conduire qu'à une naturalisation, une renaturalisation de l'homme. L'esprit libre pourrait reconquérir, au cœur de l'âge scientifique, la naturalité dont il a souvent la nostalgie, qu'il attribue peut-être à tort aux populations qu'on appelait primitives au XIXe siècle. On a changé, et c'est heureux, notre vocabulaire. Ces populations qui ne seraient pas encore coupées de la nature comme nous le sommes. Et je cite cette formule des cahiers non publiés, presque troublante, « Le sage et l'animal se rapprocheront et formeront un type nouveau ». Dans un quatrième temps de mon exposé, je voudrais essayer de définir ce livre, Le Gai Savoir, et montrer que Le Gai Savoir, c'est un livre pour esprit libre. Nietzsche, nous l'avons montré en se séparant de Wagner, est de nouveau fidèle à ses premières intuitions. Il approfondit la parenté qu'il avait très tôt pressentie entre le monde grec présocratique, la philosophie d'avant Socrate, et puis la science moderne et ses développements. Il pressent que la science moderne va se retourner contre son origine socratique, nous l'avons vu, et qu'ainsi l'esprit scientifique, libéré de tout tabou, de toute chaîne, va pouvoir déchaîner une puissance de domination qui a été longtemps contenue par les croyances religieuses et morales. Nietzsche va se lancer dans ces années 1876-1883 dans une description de l'âge scientifique à venir. Il est pour moi, je l'ai écrit dans certains ouvrages, un futurologue, c'est ainsi qu'on le dénommerait aujourd'hui. Il va se livrer à la positivité d'un panorama par rapport auquel, et c'est souvent mal compris, il suspend tout jugement de valeur. C'est de la pure et simple description. Je me réfère ici à Peter Sloterdijk, le meilleur philosophe allemand contemporain, qui écrit dans Les règles pour le parc humain la phrase suivante: « Un des éléments essentiels de la communication paranogène, c'est d'effacer la différence entre description et prescription. » Eh bien, c'est très exactement l'erreur qu'ont commise quantité de commentateurs. On a confondu les simples descriptions que Nietzsche fait du monde à venir, le Nietzsche prophète, avec des prescriptions, comme s'il attendait avec impatience ce monde, alors qu'au contraire, il espère, un peu à la manière des auteurs de dystopie, comme Aldous Huxley, que rien ne se produira de ce qu'il décrit. Alors, qu'est-ce que ce Gai Savoir? Je dirais, c'est d'abord un livre école. Nietzsche a rêvé, à de nombreuses reprises, de diriger un lieu d'éducation. Le premier projet précis a été celui d'un cloître laïque qu'il avait envisagé quand il a séjourné à Sorrente en 1876-1877. Nietzsche a retenu de la lecture des stoïciens qu'avant d'éduquer un homme nouveau, il faut d'abord éduquer ses éducateurs. Ça semble évident, mais c'est trop souvent oublié. Alors qu'est-ce qu'on enseignerait dans ce cloître laïque que Nietzsche rêve de diriger?
Il y aurait d'abord, bien sûr, une solide formation classique, elle est irremplaçable pour Nietzsche, mais s'y ajouterait un enseignement scientifique destiné à doter l'esprit de qualités intellectuelles, morales aussi, nous l'avons vu tout à l'heure, ces qualités qu'exige la pratique d'une science. Il écrit dans Humain trop humain, tout le monde aujourd'hui devrait connaître à fond au moins une science. Au moins une science. Donc, livre-école, le gai savoir, c'est un peu ce cloître que Nietzsche aurait voulu diriger. Faute du cloître, on a un livre. Le gai savoir est ensuite ce que j'appellerais un livre académie. Et je cite ici une formule qui m'a toujours semblé d'une importance extrême et qui, curieusement, n'est jamais interprétée par les commentateurs. La morale de l'individu défiant la communauté et ses principes commence avec Socrate. Autrement dit, Socrate incarne un double événement. D'une part, Socrate précipite l'effondrement de la grande civilisation athénienne. Nietzsche en est convaincu comme Hegel l'était avant lui. Mais Socrate incarne d'un autre côté, à l'heure de ce déclin, la venue au monde de ce qu'on pourrait appeler, sans excès, les premiers individus de l'histoire, ceux qui défient la communauté et ses principes. On sort de l'instinct grégaire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et donc on pourrait dire que le gai savoir, c'est l'académie de Nietzsche. Elle est pour Nietzsche ce que l'académie a été à Platon, mais une académie qui œuvre au renversement du platonisme, et on en voit ici ce rapport conflictuel fondamental. Troisièmement, le gai savoir, c'est un livre positiviste. Je reprends ce terme que nous avons utilisé largement dans la partie précédente. Positivisme renvoie à la valeur de la connaissance objective. C'est le premier sens. Positivisme marque ensuite une plus grande attention du philosophe à l'homme concret, dans sa corporéité, dans ses conditions terrestres d'épanouissement. Et enfin, c'est un troisième sens, positiviste renvoie à la perception d'un fait occulté à un moment donné par l'enthousiasme wagnérien de Nietzsche, le fait de l'explosion scientifique et technique qui nous attend. La puissance que cette explosion va offrir à l'humanité. Dans un livre non publié, contemporain presque de la naissance de la tragédie, ceci pour montrer la continuité de l'entreprise nietzschéenne, Nietzsche exprime les rapports qu'une grande civilisation à venir devrait articuler entre le savoir et l'art. Je le cite, « Il ne s'agit pas d'un anéantissement de la science, mais de sa maîtrise. » Ou encore, « Il nous faut des forces d'art inouïes pour briser l'instinct illimité, très important, de la connaissance. » Donc, positiviste, Nietzsche l'est dans la mesure où il cesse, pour un moment, de rêver à une maîtrise de la connaissance pour observer ce que serait un monde où la science et la technique se déchaînent, ce qu'est notre monde actuel, reconnaissons-le. Et enfin, je dirais, dans un quatrième temps, que le gai savoir, c'est un livre pour individus libres. L'individualisme, on ne le dira jamais assez, caractérise l'essentiel de la philosophie de Nietzsche. Retenons ici l'une des dernières manifestations de cet individualisme, dans le crépuscule des idoles, le fossé entre un homme et un autre, entre une chose et une autre, la multiplicité des types, la volonté d'être pleinement soi, de se distinguer, ce que j'appellerais la passion de la distance. Voilà qui me semble propre à toute époque forte. Formule remarquable. Ces quelques lignes témoignent de la fidélité de Nietzsche à ses certitudes individualistes. J'en arrive au dernier moment de mon exposé, une dernière façon de définir le gai savoir. Ce gai savoir nous amène à dire oui à l'éternité de l'univers. Je commencerai par expliciter ce que j'appellerais le fil temporel, ce qui nous amène à revenir sur la notion d'individu. Beaucoup de confusions viennent de l'ambiguïté du terme individu. L'individu, pour Nietzsche, ce n'est pas l'atome social, ce n'est pas l'individu narcissique, pour employer un jargon utilisé par nos sociologues, qui déchaîne ses désirs égoïstes dans un univers sans passé et sans avenir, cet individu qui vit au jour le jour,
un petit plaisir pour le jour, un petit plaisir pour la nuit, dit Nietzsche à propos du dernier homme dans le Zarathustra. Non, l'individualisme nietzschéen suppose au contraire un renforcement du lien de l'individu avec tout le passé. Nous avons vu l'aphorisme 54 du Gai Savoir qui est tout à fait essentiel. J'ai découvert pour moi que la vieille humaine animalité, etc. Donc il s'agit, par le biais d'un savoir et de l'intégration de ce savoir, de renouer le lien avec la vie, avec l'univers, avec le monde dans sa totalité. Armé d'une connaissance de la connaissance, l'esprit libre peut envisager des entreprises apparemment démesurées. Le savoir historique de l'homme moderne est la clé des dominations à venir. Je cite un paragraphe d'Opinion et sentences mêlées, 1878. « Notre temps peut s'estimer heureux sous deux rapports. Au regard du passé, nous jouissons de toutes les civilisations et de leurs œuvres. Et nous nous nourrissons du sang le plus noble de toutes les époques. Quant à l'avenir, nous voyons pour la première fois dans l'histoire s'ouvrir à nous l'immense perspective de visée œcuménique de l'humanité, embrassant toute la terre habitée. » Et cette dernière phrase, très forte, en même temps qu'un peu inquiétante peut-être, l'humanité peut d'ores et déjà faire absolument d'elle-même ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Néanmoins, une nuance importante, qui est plus qu'une nuance, va apparaître. Et pour l'introduire, je pars d'une formule du Zarathustra. Libre de quoi ? Zarathustra s'en moque. Mais que ton œil me l'annonce clairement, libre pourquoi ? Libre de quoi ? Libre pourquoi ? Nietzsche formule ici, avec une admirable concision, une thématique qui va être centrale à partir du Gai Savoir. Il y a, dans la période positiviste, il ne faut jamais l'oublier, des mises en garde sur la période qui s'ouvre. Une libération non réglée va déboucher sur l'errance de l'individu, sur une angoisse propre aux égarés. Voilà la maladie moderne, un excès d'expérience. Ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que nous avons dit précédemment. C'est le danger d'une sorte de passage à la limite de l'expérimentation. Voilà la maladie moderne, un excès d'expérience. Que chacun rentre donc à temps en soi-même pour ne pas se perdre à force d'expérience. Plusieurs aphorismes écrits à l'époque d'Aurore réunissent ces deux faces positives et négatives, de l'absence de finalité, de l'absence de but. Je cite le paragraphe 108 d'Aurore. « C'est seulement si l'humanité avait un but universellement reconnu que l'on pourrait proposer « il faut agir comme ceci » ou « il faut agir comme cela ». Pour l'instant, il n'existe aucun but de ce genre. L'âge scientifique, c'est donc une période transitoire. Alors Nietzsche, il lui arrive néanmoins de faire preuve de clémence envers ceux qui sont inattentifs à l'absence de but, à ceux qui confondent les moyens et la fin. On a par exemple cette belle métaphore horticole dans Le Voyageur et son ombre. On n'a pas le droit de juger trop sévèrement les ouvriers du présent s'ils décrètent à grand bruit que le mur et l'espalier sont à eux seuls la fin et le but dernier. C'est qu'en effet, personne ne voit encore le jardinier et les arbres fruitiers pour lesquels l'espalier est là. Très belle image. Il est temps de conclure. Le philosophe positiviste va aussi loin qu'on peut aller dans le crédit accordé à la science de guider l'humanité à venir, en tout cas pour un temps. Et on retrouve des formules très positives du type de celles que j'ai déjà citées. J'en sais une, je cite cette formule d'Aurore, enfin dans les cahiers non publiés de l'époque d'Aurore. Elle est éminemment positive, vous allez le voir. Au cours du prochain siècle, l'humanité accumulera peut-être par la domination de la nature beaucoup plus de force qu'elle n'en peut consommer. Il y aura alors chez les hommes une nuance de luxe dont nous ne pouvons avoir aucune idée aujourd'hui. Sommes-nous dans ce luxe? Je laisse mes auditeurs répondre. Même si cette prophétie du luxe ne suffit pas à transformer Nietzsche en la panégyriste d'une civilisation scientifique sans but, néanmoins,
ces formules sont intéressantes et méritent notre attention. Nietzsche n'a jamais renié la nécessité d'un pôle créateur, extérieur à la science. La nécessité d'une fin qui transcende les moyens. Est-ce qu'on peut penser une seconde que Nietzsche a oublié, en écrivant Le Gai Savoir, les formules de ses premiers écrits? Par exemple celle-ci, grâce à cette maxime apollinienne « Connais-toi toi-même », la culture hellénique n'est pas devenue un agrégat. Les Grecs ont appris à organiser le chaos en réfléchissant à leurs véritables besoins et en laissant dépérir leurs besoins factices. C'est le modèle grec qui continue à orienter le regard du philosophe, n'en doutons pas. Le Nietzsche positiviste constate l'absence de finalité, l'absence de but de la civilisation qui s'ouvre devant lui. Il ne se réjouit pas de cette absence de but, à aucun moment. Un fragment de l'hiver 1880-81 semble marquer la radicalisation de ce type de critique. Nietzsche dicte à ce qu'il appelle une communauté d'esprits libres, d'individus libres, la conduite à tenir dans les temps qui viennent. Un âge de barbarie commence. Formule éminemment prophétique. Un âge de barbarie commence, les sciences se mettront à son service. Pour subsister malgré tout au sein de la barbarie, cette communauté devra être rude et intrépide, préparation ascétique. Voilà la morale pour les individus libres dans l'époque qui vient. Nietzsche n'a jamais renié son intuition initiale, suivant laquelle la connaissance ne peut pas servir de base, de fondement à une civilisation. Ça, c'est une thématique majeure. Nietzsche ne cesse de répéter qu'un pôle créateur, qu'une force artiste est indispensable. C'est une époque de tâtonnement qui commence, selon lui. Comment lui donner tort? Un âge transitoire, voilà ce qu'il ne cesse d'affirmer. Je cite un aphorisme de l'époque d'Aurore, « La science ne peut que montrer une chose, non l'ordonner. Elle ne peut donner l'ordre général de direction. C'est de la photographie. Il faut des artistes créateurs. Ce sont les instincts. » Par sa puissance destructrice, destruction, on l'a vu, des anciennes valeurs, mais aussi du platonisme, la science peut contribuer à ce renversement du platonisme. Elle peut favoriser notre réconciliation avec le temps, avec le devenir, avec l'univers. Elle peut se substituer aux institutions archaïques, à condition toutefois qu'elle n'étouffe pas l'instinct créateur, d'où seul peut naître le mythe qui donnera sens à notre nouvelle aventure. Ce besoin de mythe, ce besoin de poésie, ce n'est pas Jean Picano qui me contredira. La science peut contribuer à tout cela à condition qu'elle ne laisse pas se déchaîner l'instinct de mort que l'auteur de la naissance de la tragédie avait su déceler chez Socrate et que Nietzsche, lorsqu'il va surmonter ou dépasser son positivisme, va replacer bientôt au centre de ses interrogations.